Il existe des mystères que la raison ne peut pas avaler. Des faits consignés, vérifiés, archivés et pourtant impossibles. Des histoires qui dorment dans des dossiers jaunis, que les enquêteurs ont refermés non pas parce qu'ils avaient trouvé une réponse, mais parce qu'ils avaient renoncé à en chercher une. Des histoires qui, une fois qu'on les connaît, ne vous quittent plus tout à fait. Voici l'une d'elles. Elle se passe dans le Grand Nord canadien, là où la terre devient blanche pour des mois entiers, là où le ciel prend des teintes de cendre et d'acier, là où le silence n'est pas une absence de bruit mais une présence à part entière, quelque chose de vivant, de lourd, qui pèse sur les épaules et ralentit les pensées. Un silence qui, par nuit claire, est traversé d'aurores boréales, ces voiles de lumière verte et violette qui dansent au-dessus des étendues glacées comme les reflets d'un autre monde. C'est dans ce décor que notre histoire commence. Et c'est dans ce décor qu'elle reste, suspendue, sans fin ni conclusion, depuis plus de 90 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé en novembre 1930, il faut d'abord comprendre le lac Anjikuni. Le lac Anjikuni se trouve dans les territoires du Nord-Ouest, à plusieurs centaines de kilomètres de tout ce qu'on pourrait appeler une ville, une route, une présence humaine organisée. En 1930, cette région du monde était l'une des plus reculées, des plus inaccessibles et des plus inhospitalières que l'on puisse imaginer. Pour y arriver, il fallait des jours de marche ou de traîneau à chien, traverser des plaines immenses battues par des vents qui mordent les os, longer des forêts de conifères noirs qui se ressemblent toutes et dans lesquelles il est si facile de se perdre qu'on finit par croire qu'elles le font exprès. Là-bas, sur les rives du lac, vivait une petite communauté inuite. Une trentaine de personnes, peut-être un peu plus selon les sources. Des hommes, des femmes, des enfants. Une communauté de pêcheurs et de chasseurs qui vivaient selon des rythmes millénaires, en harmonie forcée avec une nature qui ne pardonnait rien. Ils construisaient leurs habitations en peau tendue sur des armatures de bois et d'os. Ils maintenaient leurs feux allumés même les nuits les plus longues. Ils gardaient leurs chiens près d'eux. Des bêtes robustes, précieuses, indispensables, qui valaient parfois autant que tout le reste. Ce village était connu. Pas du grand public, bien sûr, le grand public ne savait pas ce qu'était le lac Anjikuni. Mais il était connu des rares voyageurs, des trappeurs, des marchands itinérants qui sillonnaient ces régions à la recherche de fourrures et de commerce. On y faisait halte parfois. On y trouvait de la chaleur, un peu de nourriture, la présence réconfortante d'autres êtres humains dans un monde qui en manquait cruellement. L'un de ces voyageurs s'appelait Joe Labelle. Joe Labelle était un trappeur expérimenté. Un homme du Nord, comme on disait, quelqu'un qui connaissait ces territoires dans leurs moindres humeurs. Qui lisait le ciel et la neige comme d'autres lisent les journaux. Ce n'était pas un homme facilement impressionnable. Ce n'était pas non plus quelqu'un porté sur l'exagération, sa survie dépendait de l'exactitude de ses observations, et les hommes qui survivent dans ces conditions apprennent vite à distinguer ce qu'ils voient de ce qu'ils imaginent. En novembre 1930, Joe Labelle se dirigeait vers le village d'Anjikuni. Il l'avait déjà visité par le passé. Il savait à quoi s'attendre, le bruit des enfants, l'odeur de la viande fumée, la vapeur qui s'échappait des habitations, les chiens qui aboyaient à son approche. La vie, dans ce qu'elle a de plus bruyant et de plus visible. À mesure qu'il approchait du village, quelque chose le dérangea. Pas un bruit, pas un signe précis, juste une sensation. Ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas, que le monde autour de vous s'est légèrement décalé, comme une image qui aurait bougé d'1 millimètre dans son cadre. Rien qu'on puisse montrer du doigt. Rien qu'on puisse nommer. Mais là, présent, indéniable. Le silence. Ce n'était pas le silence ordinaire du Grand Nord, ce silence vaste et propre qu'on entend quand on est seul en pleine nature. C'était un autre silence. Un silence qui avait la forme d'un village. Un silence fait de choses qui auraient dû faire du bruit et qui n'en faisaient pas. Joe Labelle entra dans le village. Les habitations étaient là. Toutes. Dressées exactement comme elles auraient dû l'être, ni abîmées, ni renversées, ni emportées. Les pots bien tendus. Les structures solides. Rien ne semblait avoir été touché par une tempête, par une catastrophe naturelle,
par quelque violence que ce soit. Joe Labelle appela. Son appel résonna dans l'air gelé, rebondit sur les habitations silencieuses, et mourut dans le blanc de la neige. Personne ne répondit. Il entra dans la première tente. Elle était vide. Mais elle ne ressemblait pas à une habitation abandonnée. Elle ressemblait à une habitation dont les occupants venaient de sortir. Pour aller chercher du bois, peut-être, ou pour regarder quelque chose au dehors. Les couvertures étaient disposées comme si quelqu'un dormait encore. Les effets personnels étaient là, en ordre. Rien n'avait été emporté. Il entra dans une deuxième habitation. Puis une troisième. Puis toutes les autres, l'une après l'autre, avec cette sensation qui grandissait en lui à chaque porte franchie, cette certitude de plus en plus absolue que quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, avait eu lieu ici. Partout, la même chose. Des espaces habités, des objets du quotidien, des vies en suspens. Et nulle part, le moindre être humain. Mais ce qui le frappa le plus, ce qui, selon ses propres mots, lui fit monter quelque chose dans la gorge qu'il ne sut pas tout de suite identifier, ce furent les feux. Sur plusieurs foyers, des marmites étaient encore posées. À l'intérieur, de la nourriture. Du ragoût, de la viande en train de cuire. Ou plutôt, qui avait été en train de cuire, parce que les feux étaient éteints depuis des jours, et la nourriture avait gelé dans ses récipients. Quelqu'un avait préparé un repas. Et au moment de le servir, au moment de s'asseoir, quelque chose s'était passé. Quelque chose qui avait tout interrompu. D'une seconde à l'autre. Sans le moindre signe avant-coureur. Joe Labelle chercha des traces. Dans la neige autour du village, on aurait dû trouver des empreintes. 30 personnes, au moins, qui avaient quitté cet endroit. Quelqu'un avait forcément marché. Quelqu'un avait forcément laissé une trace de son passage, une direction, un indice. Dans la neige fraîche du Grand Nord, les empreintes se lisent comme un livre ouvert. On peut y voir le nombre de personnes, leur vitesse, leur destination, si elles portaient un fardeau. La neige est la mémoire du sol. Elle n'oublie rien. Il trouva quelques empreintes à l'intérieur du village. Des traces de vie ordinaire, quelqu'un allait de cette tente à cette autre, quelqu'un s'était approché du lac pour puiser de l'eau. Des traces de quelques jours auparavant, à peine. Mais au-delà du village, dans toutes les directions, la neige était lisse. Intacte. Vierge. Personne n'était parti. Personne n'était arrivé. Personne n'avait marché depuis le village vers nulle part. Comme si les habitants s'étaient simplement évaporés. Comme si quelque chose les avait soulevés de l'endroit où ils se trouvaient, dans leur tente, autour de leur feu, au milieu de leurs gestes quotidiens et les avait emportés, verticalement, sans toucher le sol. Joe Labelle s'arrêta. Il réfléchit. Et puis il fit ce que tout homme sensé aurait fait à sa place, il alla chercher de l'aide. Il trouva le bureau de poste le plus proche, ce qui, dans cette partie du monde, représentait lui-même plusieurs heures de marche, et envoya un télégramme à la Gendarmerie royale du Canada. Ces mots étaient simples, précis, dénués de tout dramatisme inutile. Il avait trouvé le village d'Anjikuni désert. Tous les habitants avaient disparu. Il n'y avait aucune trace de leur départ. La gendarmerie prit la chose au sérieux. Des officiers furent dépêchés sur place. Ils constatèrent ce que Joe Labelle avait décrit. Et ils découvrirent autre chose, quelque chose que Labelle n'avait peut-être pas encore remarqué, ou qu'il n'avait pas voulu regarder en face lors de sa première visite. Le cimetière du village. Chaque communauté inuite entretenait ses morts avec un soin particulier. Les tombes étaient marquées, respectées, protégées. Pour ces peuples, le lien entre les vivants et les morts était une chose sacrée, fondamentale, au cœur de leur vision du monde. Abîmer une tombe, c'était commettre l'un des pires actes qu'on puisse imaginer. Or, dans le cimetière du village d'Anjikuni, les tombes avaient été ouvertes. Chacune d'elles. Les pierres qui marquaient les sépultures avaient été déplacées, soigneusement, méthodiquement, comme par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Les corps, ou ce qu'il en restait, avaient été retirés. Exhumés.
Et là encore, dans la neige autour du cimetière, aucune empreinte. Aucune trace de pas. Aucun signe de qui ou quoi que ce soit avait accompli ce travail. Les officiers de la gendarmerie royale, des hommes formés à l'observation, entraînés à garder leur sang-froid en toutes circonstances, rapportèrent plus tard que le cimetière ouvert les avait perturbés plus que tout le reste. Pas parce qu'il y avait quelque chose à y voir, mais précisément parce qu'il n'y avait rien. Que des trous dans la terre gelée. Que des pierres déplacées. Que ce même silence qui écrasait tout depuis le début. Et puis il y avait les chiens. Les chiens de traîneau des Inuits d'Anjikuni avaient été retrouvés à quelques centaines de mètres du village. Attachés ensemble, en groupe, comme s'ils avaient été mis à l'écart délibérément. Ils étaient morts. Morts de faim, de froid, d'abandon. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Pour un peuple inuit vivant dans ces conditions, les chiens de traîneau ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des partenaires de survie. Sans eux, on ne se déplace pas. Sans eux, on ne chasse pas. Sans eux, on meurt. Un Inuit qui abandonne ses chiens, c'est quelqu'un qui signe son propre arrêt de mort et il le sait. Personne, dans aucune circonstance imaginable, ne partirait sans ses chiens. Et pourtant, les chiens étaient là. Abandonnés. Oubliés. Morts. Les enquêteurs posèrent la question qui s'imposait, quelle urgence, quelle terreur, quelle force pouvait bien pousser 30 personnes à partir en plein hiver arctique, sans vêtements adaptés, sans nourriture, sans outils, sans chiens et ce, sans laisser la moindre trace dans la neige? La question resta sans réponse. Dans les semaines et les mois qui suivirent, plusieurs théories furent avancées. Comme toujours dans ces cas-là, la raison chercha à combler le vide. Elle ne pouvait pas accepter l'inexplicable. Elle ne pouvait pas écrire dans un rapport officiel, « Nous ne savons pas ». Alors elle proposa des hypothèses. La première fut celle d'une épidémie. Une maladie foudroyante aurait décimé la communauté, et les survivants, paniqués, malades eux-mêmes, auraient fui en laissant tout derrière eux. C'est plausible, dirent certains. Ce genre de choses arrivait. Les populations isolées étaient vulnérables aux maladies que les explorateurs et les trappeurs apportaient parfois sans le savoir. Mais cette théorie s'effondre rapidement. Une épidémie laisse des corps. Elle laisse des malades trop faibles pour marcher. Elle laisse, au minimum, des traces de sa progression, des gens qui ont vomi, qui se sont allongés, qui ont cherché de l'aide. Il n'y avait rien de tel à Anjikuni. Pas un corps. Pas un malade. Pas un mort laissé sur place. La deuxième théorie fut celle d'une migration forcée. Un événement, une menace perçue, une catastrophe naturelle annoncée, une raison culturelle ou spirituelle, aurait poussé toute la communauté à partir en hâte vers un autre endroit. Cette théorie aussi avait une certaine logique. Les Inuits étaient des peuples mobiles. Ils savaient se déplacer rapidement quand il le fallait. Mais là encore, les chiens. Les vêtements laissés sur place. La nourriture en train de cuire. Et surtout, l'absence totale d'empreintes dans la neige. Si 30 personnes étaient parties à pied, dans n'importe quelle direction, la neige l'aurait enregistré. C'est aussi simple que ça. La troisième théorie, moins avouée, moins officielle, circula dans les couloirs des bureaux de la gendarmerie et dans les conversations à voix basse des hommes qui revenaient d'Anjikuni. Elle ne portait pas vraiment de nom. Elle ne s'écrivait pas dans les rapports. Mais elle existait. Elle persistait. Elle résistait à tous les efforts pour la chasser. Quelque chose était venu chercher ces gens. Il faut parler, ici, de ce que plusieurs témoins disent avoir observé dans cette région du Canada, dans les jours et les semaines autour de la disparition. Des lumières dans le ciel. Ce n'était pas nouveau. Le Grand Nord canadien est une terre de phénomènes optiques spectaculaires, les aurores boréales, les parélies, ces soleils doubles créés par la réfraction de la lumière dans les cristaux de glace. Les habitants de ces régions avaient l'habitude des ciels inhabituels. Ils n'étaient pas gens à s'alarmer pour une belle aurore.
Mais ce dont certains parlaient, ce n'était pas une aurore. C'était autre chose. Des lumières qui se déplaçaient avec intention. Qui changeaient de direction. Qui s'immobilisaient, puis repartaient. Des lumières qui n'avaient pas le mouvement ondulant et aléatoire des phénomènes naturels, mais quelque chose d'autre, quelque chose de dirigé. Des lumières qui semblaient savoir où elles allaient. Ces témoignages furent notés. Ils furent classés. Ils furent oubliés. Les Inuits eux-mêmes, pas ceux d'Anjikuni, qui n'étaient plus là pour parler, mais ceux des communautés voisines, rapportèrent quelque chose d'intéressant aux enquêteurs. Ils évoquèrent des récits anciens. Des histoires transmises de génération en génération, qui parlaient d'êtres venus du ciel dans les temps immémoriaux. Des visiteurs qui observaient les hommes depuis longtemps. Des présences qui, parfois, se manifestaient. Qui prenaient. Qui emportaient. Ces récits étaient considérés comme du folklore. De la mythologie. Le genre de choses qu'on écoute avec respect mais qu'on ne met pas dans un rapport officiel. Et pourtant, en novembre 1930, 30 personnes avaient disparu d'un village sans laisser la moindre trace dans la neige. L'enquête officielle dura plusieurs mois. Elle mobilisa des ressources importantes pour l'époque et pour la région. Des recherches furent menées sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Des communautés inuits voisines furent interrogées. Des archives furent consultées pour retrouver d'éventuels déplacements enregistrés. Rien. Pas un survivant. Pas un témoin direct. Pas une piste sérieuse. Pas un indice qui permette de comprendre, même partiellement, ce qui s'était passé. Le dossier fut officiellement classé sans suite. Ce qui, dans le langage policier, signifie « nous n'avons pas trouvé ». Nous ne savons pas. Nous avons cherché, et nous sommes revenus les mains vides. C'est une formule courante. Elle recouvre des milliers d'affaires non résolues dans le monde entier. Mais dans le cas d'Anjikuni, elle prend une résonance particulière. Parce que ce n'est pas une affaire de crime non élucidé, ou un coupable court encore. Ce n'est pas une affaire de mort inexpliquée, où une cause reste inconnue. C'est une affaire de disparition totale. Complète. Irréfutable. 30 personnes. Évaporées. Dans l'une des régions les plus surveillées par ses propres conditions naturelles, où chaque pas laisse une marque, où la moindre perturbation de la neige raconte une histoire. Et la neige, cette fois, ne racontait rien. J'aimerais vous proposer une explication. Vraiment. Je voudrais pouvoir vous dire, voilà ce qui s'est passé, voilà la vérité derrière cette histoire, voilà la chose rationnelle et sensée que tout le monde a manqué. Mais je ne peux pas. Personne ne peut. Ce qui est certain, c'est que des êtres humains vivaient là. Que leur vie était organisée, structurée, ancrée dans ce lieu depuis des générations peut-être. Que ce soir de novembre 1930, ou cette nuit, nous ne savons même pas à quelle heure cela s'est produit, quelque chose les a interrompus. Brutalement. Complètement. Sans leur laisser le temps de finir leur repas, de prendre leur manteau, de libérer leurs chiens. Il y a quelque chose d'insupportable dans cette image. Ce ragoût qui refroidit dans la marmite. Ces manteaux accrochés au bord de la tente. Ces chiens attachés qui attendent encore, qui finissent par cesser d'attendre. Il y a dans ces détails une humanité qui résiste au mystère, qui refuse de se laisser dissoudre dans l'inexplicable. Ces gens avaient faim. Ces gens avaient froid. Ces gens aimaient leurs chiens. Et puis ils ne furent plus. Les années passèrent. L'histoire d'Anjikuni circula, d'abord dans les milieux des curieux et des amateurs de mystère, puis de plus en plus largement. Elle fut reprise dans des livres, dans des articles, dans des émissions. Elle devint l'une de ces affaires non résolues qui alimentent les conversations nocturnes et les imaginaires inquiets. Et avec le temps vinrent aussi les sceptiques. Comme toujours. Certains chercheurs ont émis des doutes sur les détails de l'affaire. Ils ont fait remarquer que les archives de la gendarmerie royale de l'époque sont parcellaires,
que les témoignages de Joe Labelle ont peut-être été amplifiés au fil des récits, que les journaux canadiens des années 1930 n'étaient pas particulièrement rigoureux dans leur traitement des nouvelles du Grand Nord. Ils ont suggéré que la disparition réelle, s'il y en eut une, était peut-être bien moins spectaculaire que ce qu'on en a raconté. Une communauté qui se déplace, des traces effacées par une tempête de neige survenue entre le départ et l'arrivée de Labelle, des corps qui ont pu être emportés par des prédateurs. Ce sont des arguments raisonnables. Des arguments qui méritent d'être entendus. La raison nous oblige à les considérer. Et pourtant, même en acceptant toutes ces nuances, même en admettant que l'affaire a peut-être été grossie, déformée, dramatisée au fil du temps, il reste quelque chose. Un noyau dur. Une question centrale à laquelle personne n'a jamais apporté de réponse satisfaisante. Où sont-ils allés? Pas les détails. Pas les marmites, pas les chiens, pas les tombes ouvertes. Juste ça. Juste cette question simple et impossible. Où sont allées ces personnes? Qu'est-il advenu d'elles? Comment peut-on disparaître ainsi, dans un endroit aussi isolé, sans laisser la moindre trace, sans que personne, jamais, n'ait eu de nouvelles d'eux? À cette question-là, le silence répond. Toujours. Depuis plus de 90 ans. Le lac Anjikuni existe toujours. Il est toujours là, immense et froid, quelque part dans les territoires du nord-ouest canadien. Le village, lui, a disparu depuis longtemps, pas mystérieusement, cette fois, juste emporté par le temps, par les saisons, par cette façon qu'a la nature nordique d'effacer ce que les hommes ont construit dès qu'ils cessent d'en prendre soin. Si vous alliez là-bas aujourd'hui, ce qui serait une entreprise considérable, car l'endroit reste éloigné de tout, vous ne trouveriez rien. Peut-être quelques traces sous la neige, peut-être quelques débris enfouis que les archéologues pourraient identifier. Mais rien qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé. Rien qui explique. La neige a tout recouvert. Il y a quelque chose de profondément humain dans notre besoin de résoudre ces mystères. Nous ne supportons pas le vide. Nous ne supportons pas l'absence de réponse. Quand quelque chose nous échappe, nous inventons, nous supposons, nous construisons des explications qui nous permettent de dormir. C'est ce que nous faisons. C'est peut-être ce qui nous définit, en tant qu'espèce, cette incapacité à accepter l'inconnu, ce refus de nous asseoir face au mystère sans chercher à le résoudre. Mais certains mystères résistent. Certains faits refusent de se laisser expliquer. Certaines disparitions restent des disparitions. Et dans ces moments-là, dans ces rares moments où la raison atteint ses limites, où les enquêteurs rangent leurs dossiers, où les théories s'épuisent les unes après les autres, il reste quelque chose. Une question. Une image. Un village silencieux dans la nuit arctique. Des marmites gelées sur des feux éteints. Des chiens qui attendent. Des tombes ouvertes. Et la neige, partout, lisse et blanche et muette. La neige qui ne sait rien. Ou la neige qui sait tout, et qui ne parle pas.